Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'état d'esprit du nympheur. J'essaye d'affiner fortement les thématiques de cette série de vidéos pour pouvoir vous aider un maximum et je reprends en fait tout le feedback des quasiment 10 dernières années d'interaction avec des nympheurs débutants ou autres pour reprendre vraiment les questions qui vont vous débloquer, vous sauver du temps et vous faire évoluer rapidement. Donc je suis vraiment content parce que sur la dernière vidéo de la différence entre perdigone et céramique, je vois une différence sur les vues, c'est-à-dire que ça intéresse plus de monde. Donc mon but c'est vraiment de vous apporter un maximum de connaissances pour vous débloquer et avancer plus vite et éviter des erreurs et puis prendre plus de poissons. Donc là, je pense que je touche à un point névralgique parce qu'en fait, c'est une question que j'ai eue des milliers de fois parce que tous les nympheurs donc, qui comprennent le lestage des nymphes, c'est une première étape qui est déjà révolutionnaire pour beaucoup de pêcheurs en nymphes, surtout quand on passe de la pêche en sèche à la pêche en nymphe. Et du coup, ils arrivent à un plateau et ils ont compris la différence du lestage des nymphes, léger, moyen, lourd, ce qui est vraiment la base. En fait, ils sont juste arrivés à la base alors que pendant des années, ils étaient dans le néant. Et ils se posent la question, mais attends, à quel moment je change mon lestage de nymphe? Et en fait, c'est la question clé de voûte de la pêche en nymphe. Parce que c'est un peu comme quand vous êtes en randonnée et que vous voyez le sommet, vous croyez que vous êtes arrivé au sommet parce que vous avez compris vos lestages et vous avez votre collection de nymphes équilibrée. Sauf qu'en fait, le vrai travail, il commence au moment-là. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui m'écoutent qui sont là en mode ah putain, j'ai ma collection équilibrée, mais effectivement, à quel moment je change de lestage? Ça, c'est problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en pêche sur un bout courant et là, vous avez un doute. Ah merde, est-ce que je suis assez léger, trop lourd, pas assez léger? Est-ce que ça pêche bien? Et là, le doute s'installe et c'est souvent la fainéantise qui prend le relais. On va en parler. Déjà, pour attaquer cette question fondamentale qui mérite encore une Bible, parce que chaque thématique de la pêche en nymphe mérite une Bible d'écriture, mais je vais essayer d'être synthétique. C'est pas mon fort parce que je parle beaucoup, mais croyez-moi, j'essaye d'aller à la quintessence, mais c'est tellement des sujets passionnants et techniques que c'est difficile de synthétiser des fois. Donc il faut commencer pour répondre à cette question, à quel moment changer son lestage de nymphe? De séparer à la base parce que c'est des vidéos très techniques et des fois il y a des débutants qui débarquent sur mes vidéos, il faut qu'ils comprennent la distinction entre le nympheur logique et le nympheur rêveur. Je vais aller vite là-dessus, c'est une introduction parce que y a beaucoup de passionnés qui me suivent. Donc le nympheur logique, je dirais même qu'il est biologique, donc il est cartésien. Il a l'esprit de Descartes, il croit que ce qu'il voit, il applique des choses, 1 plus 1 égale 2. Et il a compris qu'il doit adapter le lestage de ses nymphes à la mécanique des courants et qu'une nymphe, elle doit être assez belle, mais bon, c'est pas la beauté de la nymphe qui détermine la chose, il y a plein d'autres choses à comprendre. Il est dans une pure logique, des choses vraiment criantes de vérité, vraiment l'esprit scientifique. Et le nympheur rêveur, c'est celui qui se laisse guider par la poésie et le marketing du marché actuel. N'oublie pas que je vous ramène toujours au marketing capitaliste. Je suis désolé, je suis obligé parce que ça joue beaucoup. Ce moucheur rêveur pêche seulement avec des belles nymphes. Ça, c'était dans les années 60, 70, 80. Quand les poissons étaient pas trop éduqués, c'était facile. Donc, on a encore une énorme majorité des pêcheurs en nymphes qui débarquent dans la pêche en nymphe moderne et qui sont encore rêveurs. Cela dit, je ne critique pas parce que on peut encore très bien sur la planète Terre être un nympheur rêveur à l'heure actuelle. Si vous pêchez en Mongolie, en Laponie ou en Alaska, les poissons, ils en ont rien à fiche du lestage de vos nymphes. Tous ces trucs tirés par les cheveux du lestage de nymphes qu'on fait en Europe, vous allez pêcher les ombres arctiques en Alaska, les truites Lennox en Mongolie ou je sais pas, les Arctic Char en Laponie, n'importe quelle nymphe, tout ce qui rentre fait ventre. Sauf que la nuance, les gars, c'est que c'est pas l'Europe là-haut, c'est des tonnes de poissons concentrés dans des endroits. Donc la densité de poissons est tellement forte et ils ont tellement faim qu'en fait, n'importe quelle nymphe fait ventre. Voilà, donc là-haut, on peut être nympheur rêveur. Moi, j'aimerais bien prendre un hélicoptère tous les jours, aller dans des rivières en Alaska ou au fin fond Kanghaï en Mongolie. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Vous êtes dans le même cas que moi. Je pense qu'on a tous une vie ici et on veut prendre les poissons de nos rivières qui sont compliqués, il faut se l'avouer.
Donc si le nympheur rêveur a juste des belles nymphes et débarque à Beaulieu-sur-Dordogne, à Campagne-sur-Aude ou à Lille-sur-la-Sorgue, ça va pas être la même limonade. Là, il va falloir être un nympheur logique. Fin de l'introduction là-dessus. Donc deux finalités. Le nympheur logique, du coup, il veut une stratégie évolutive et se voir évoluer dans la pêche en nymphe et comprendre la rivière. Et le nympheur rêveur, il se laisse aller au hasard et il découvrira jamais les subtilités de la pêche en nymphe. Et il y en a souvent qui prennent ça vraiment du mauvais côté et qui restent dans une fermeture d'esprit de non, je ne toucherai pas à la pêche en nymphe. Et c'est dommage parce que ils ratent beaucoup de choses. Et je peux vous dire pour preuve que j'ai encore eu hier au téléphone un client qui m'a dit que après 2 ans à regarder mes vidéos, il s'est convaincu lui-même qu'il était vraiment fermé d'esprit sur la pêche en sèche et qu'il a essayé la pêche en nymphe comme je lui propose et qu'il est tombé dans le chaudron. Donc, monsieur Raoul, si tu m'écoutes, c'est une dédicace à toi et il n'y a rien qui me fait plus plaisir en fait que de convaincre les gens que la pêche en nymphe, c'est vraiment une pêche fantastique qui souffre d'une mauvaise image, mais c'est vraiment une pêche passionnante qui va vous prendre toute votre vie. Donc, on continue après cette introduction. Tous ceux qui m'écoutent, ils savent différencier le lestage de leur nymphe au bout de la canne. En fait, la question fondamentale, effectivement, à un moment, c'est est-ce que j'utilise le bon lestage? À quel moment je dois changer de lestage? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes dans cette question, mais la seule chose qui est certaine, que je peux vous dire, à laquelle il faut vous rallier comme l'étoile du Nord quand vous êtes perdu sur le choix de vos lestages, c'est la rivière qui va vous donner le tempo, le timing de est-ce que je dois changer mon lestage de nymphe? Il n'y a que ça en fait, c'est la seule donnée cartésienne que vous pouvez avoir. Donc c'est assez paradoxal parce que c'est une donnée cartésienne, c'est la biologie à un instant T de la rivière qui va vous dire là Coco, t'es trop léger ou t'es trop lourd. Mais c'est tellement complexe, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est ça qui fait la quintessence d'un bon nympheur. Une fois de plus, je vous invite fortement à aller observer des compétiteurs de D1 ou même de D2, voire même de promo nationale, parce que le niveau français déjà en promo est déjà impressionnant. Et regardez les pêcher, regardez-les à quel moment ils changent leur lestage, regardez-les comment ils approchent la rivière, tout ça c'est très très bon à voir aussi. Et puis vous verrez différents styles de nympheurs, que vous soyez dans le sud ou dans le nord, ça c'est très intéressant, hein. Je vous rappelle à vraiment aller faire ça, quoi. Donc, à quel moment changer son lestage de nymphe? En fait, je sais ce que vous ressentez. Vous cherchez tous la recette de cuisine automatique pour pas vous faire chier, parce que vous voulez vraiment faire beaucoup de poissons rapidement. Vous savez qu'il y a des grosses truites, des gros ombres, vous voulez les faire. Vous voulez qu'on vous mette tout cuit dans la bouche, la bonne nymphe, le bon lestage. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Et ce que je vois souvent aussi, c'est que j'ai des clients qui vont avec des guides de pêche physiques, normaux, pas des guides de pêche virtuels comme moi qui vont au bord de l'eau, mais ils se rendent bien compte, ils me disent bah oui, à l'instant T avec lui, j'ai passé une après-midi avec le guide, donc j'ai compris les stages, mais je suis allé sur un autre parcours tout seul, j'ai dû refaire tout le travail. Donc vous voyez, je vous dis que c'est un logiciel que vous allez apprendre, et ça vraiment, le moment où il faut changer la nymphe, c'est que votre analyse de la profondeur, la vitesse du courant qui va vous dire, mais en miroir avec votre connaissance de votre gamme de nymphes. Vous voyez comme c'est une discipline vraiment très 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 complète parce que vous pouvez manquer de rigueur sur aucun point en fait. Moi je trouve c'est ça qui est génial avec la pêche en nymphe. Il faut être rigoureux constamment sur plein de petits détails. Parce que vous avez beau lire le courant, comprendre la mécanique, si vous connaissez mal encore votre gamme de nymphes, ce qui est pour un débutant peu de pratique, c'est comme un pilote, il faut des heures de vol au compteur. À un moment, c'est comme ça que vous allez apprendre. Ne partez pas sur une recette de cuisine en répétant à chaque fois si vous changez de milieu. Je sais pas, je vais prendre des trucs assez similaires pour une fois. On va prendre en termes de mécanique de courant la rivière Dordogne dans le sud de la France et la rivière Glomma en Norvège pour ceux qui connaissent. C'est des grandes rivières vraiment étalées avec des grandes veines, mais il y aura quand même une subtilité de différence de mécanique de courant, avec des contre-courants, une géologie des cailloux différents. Si vous avez par exemple des plaques de schiste ou d'ardoise dans une rivière, ça va pas du tout donner les mêmes contre-courants qu'une rivière de galets comme la basse rivière d'Ain ou la Moselle en fait. Vous voyez déjà rien que ça quoi. Rien que la typologie de la géologie, ça va changer la mécanique des courants. Donc votre nymphe, elle va être brinque-ballée différemment, déjà rien qu'en fonction de la géologie. Vous imaginez, j'ai même pas parlé des autres paramètres. Donc il faut vraiment décrypter. Tout le ressenti à quel moment change de pêche en nymphe, c'est un peu animal, c'est un peu intuitif que dans votre tension, là, dans votre canne, vous vous dites non mais là je suis pas aligné avec ce que le tempo de la rivière me donne, quoi. Je drague trop, ou ma nymphe s'accroche trop au fond,
où ça surnage là, c'est la merde. On le voit classiquement dans les gros bouillons, des fois il faut lester très fort quoi. Et vous mettez, je sais pas, je reprends un exemple classique, sur un gros bouillon d'une rivière agitée comme l'Isère, si vous mettez une nymphe en bite 2 tungstène, quelle que soit la nymphe, vous allez surnager, quoi. Vous allez patauger. Vous voyez bien que la nymphe, elle traînaille à 20 centimètres sous la surface dans un bouillon. Là, c'est un exemple de moment critique. Là, il y a un drapeau rouge où il faut changer la nymphe, quoi. Il faut lester plus que ça. À l'inverse, totalement, je reprends encore un exemple inverse pour vous ouvrir l'esprit. On va aller se remettre sur le chapeau roux en Lozère, une toute petite rivière. Si vous arrivez avec une CC3, que vous balancez ça là-dedans comme une enclume, une nymphe qui fait presque 1 gramme, vous allez accrocher au fond, votre ligne elle va être toute droite. Là il y a un drapeau rouge qu'il faut changer le lestage de la nymphe, vous êtes vraiment trop lourd. Mais ça c'est des drapeaux rouges évidents de sensation qu'il faut changer le lestage de la nymphe. Après la vraie finesse d'un nympheur, moi j'ai des souvenirs de pêche sur une rivière en Belgique qui s'appelle la Vesdre avec un grand compétiteur qui s'appelle Serge Sabot. Ah je voyais que, je le sentais que lui il bricolait, il était vraiment dans le lestage quoi, il était en pêche quoi. Entre une bite tungstène de 2,5 en pointe et une bite 3, le mec il savait ce qu'il faisait quoi. Bon, il pêchait même en 10 centièmes, tout ça, ça c'est vraiment des pêches fines de compétition que moi je pratique pas, je suis plus un nympheur généraliste. Mais là j'ai vu que le mec il était concentré sur sa dérive, il regardait la tension de son fil, il connaissait la profondeur de ses courants. Et aussi la connaissance de votre rivière, quand vous jouez à la maison, la connaissance de votre rivière habituelle, bah, elle aide à choisir le bon lestage. Vous savez le moindre caillou, le moindre hauteur de fond. Surtout vous avez vu une rivière à l'étiage et en crue, parce que c'est comme ça qu'on se donne une idée de la mécanique des courants. C'est en pratiquant une rivière avec les saisons, je vous ai déjà dit, vous êtes des moucheurs, vous devez passer du temps dans la nature, vous devez observer une rivière à toutes les saisons. Vous devez aller voir les truites qui frayent en hiver, vous devez voir votre rivière à l'étiage quand vous suez pour attaquer les truites en bordure. Vous devez aller voir la rivière au petit matin quand ça se réveille au printemps. Vous devez aller voir la rivière en février quand vous prenez une tôle qu'il y a un vent d'est. Vous devez aller la voir quand il y a des nymphes de mai. Vous devez aller la voir en automne quand elle est rouge et qu'il y a des couleurs incroyables. Une rivière, ça se vit biologiquement. C'est pas avec une apparition par an sur une rivière que vous allez la connaître. Vous allez l'inspecter dans ses moindres détails et dans tous ses moments, qu'elle soit en ébullition ou éteinte. Vous voyez comme je reviens à chaque fois à une boucle qui est bouclée dans la pêche en nymphe, et c'est ça que je trouve fascinant. C'est pour ça que je fais ces nouvelles vidéos en mode podcast, parce que c'est presque métaphysique la pêche en nymphe. C'est une boucle je sais pas, c'est un cercle vertueux avec la rivière en fait. Vous devez tellement tout analyser à tout moment que vous faites presque partie de la rivière en fait. C'est quand vous êtes intégré à la boucle de la rivière que vous allez comprendre comment pêcher en nymphe. J'ai encore dérivé sur des choses métaphysiques mais c'est pas grave. Donc pensez à pas faire de recettes de cuisine avec 3 gradients, léger, moyen, lourd que vous répétez partout. Léger, moyen, lourd c'est bien. Mais il faut aussi peut-être être plus précis que ça dans la tension de votre ligne, dans la prise de contact, dans tous ces micro-détails que je vous ai expliqués dans le lancer et la dérive, quoi. En général, le point numéro 1 qui nous pousse à l'échec vers le changement de nymphe, en fait, c'est la fainéantise. Je suis le premier, les gars. Je suis le premier bien avant vous que ça emmerde de faire un nœud pour changer cette putain de nymphe. Désolé d'être grossier, mais c'est vrai que c'est super chiant parce que vous êtes en action de pêche, vous avez monté une nymphe, vous dites ah le courant là il est trop rapide, faut que je change ma nymphe. Donc déjà, si vous soupirez avant de changer la nymphe, c'est foutu. Ça, c'est l'état d'esprit numéro 1. Non, l'idée c'est je vais changer ma putain de nymphe, prendre une putain de grosse truite qui est dans ce putain de courant qui contient une grosse truite. C'est pas je soupire en mode défaitiste, je vais changer ma nymphe. Déjà, c'est perdu d'avance si vous faites ça. Je vous le dis parce que moi au début j'étais comme ça et je le fais encore. Je fais encore des dérives de compensation comme je vous ai expliqué où je lève bien haut le fil pour faire traîner ma nymphe trop lourde et me servir de ma sauteuse. Les nœuds, c'est chiant. On est tous d'accord avec ça et moi le premier. Je déteste faire les nœuds, mais par contre, si vous faites vos nœuds super rapidement, bah, vous allez diminuer cette chiantise de faire des nœuds qu'on déteste tous. On n'est pas au bord de l'eau pour faire des emmêlages, quoi. Donc, vous allez revoir mes vidéos précédentes sur mon autre chaîne Nymph Evolution, les nœuds essentiels pour la pêche en nymphe. Vous maîtrisez votre nœud de potence, vous maîtrisez votre butée, vous maîtrisez votre nœud de nymphe, et basta. Donc déjà, si vous passez 2 minutes, parce que je ne vais pas dire 10 secondes, c'est faux, 2 minutes à changer une nymphe, bah, ce sera beaucoup moins chiant.
Et il faut le faire de manière robotique. Quand vous changez votre nœud de nymphe, vous ne pensez pas au nœud. Vous regardez un cincle plongeur, un héron, le cormoran qui passe. Est-ce qu'il y a un gobage? Est-ce qu'il y a une truite en bordure à vue en face? Tiens, est-ce que j'ai pas mis les pieds dans le plat? Vous faites votre nœud, vous pensez pas au nœud. C'est un truc robotique. Surtout pas se concentrer là-dessus, ça doit être fait en mode robot et vous regardez ce qui se passe autour. Moi, le nombre de fois que je bricolais des nœuds en infofil dans un courant et que je vois une truite sur la bordure d'en face, je suis attaqué en infavue. Votre temps de nœud, c'est du temps perdu, quoi. C'est un temps où vous regardez la rivière, vous vous faites plaisir. Mais galérer sur des nœuds et pester sur des nœuds, ça, c'est pas du tout le bon moyen, surtout qu'on est à la pêche pour se reposer, quoi. Donc vos nœuds rapides, bah, ça vous aidera à changer plus rapidement le lestage de la nymphe. Donc une fois de plus, une somme de petits détails, de la rigueur sur toute la ligne avec les nœuds, j'ai envie de dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Petite astuce que je vous donne, bien souvent dans la moitié des cas, il y a juste à changer la nymphe de pointe pour équilibrer votre lestage. Si vous êtes mal lesté, vous pataugez ou vous grattez le fond, vous dites bon allez, là je change de nymphe, je passe d'une CC1 à une CC2, ou pourquoi pas d'une CB3 à une CC1. Moi, c'est mes grands classiques, c'est ce que j'ai en tête sur toutes les rivières que je pêche. Et du coup, comme vous avez en général, moi je pars sur 50 cm entre les deux nymphes, et c'est plus ou moins. Mon Dieu, si vous avez 60, 50 ou 40 cm, on s'en fout. Mais il faut peut-être pas avoir 10 cm entre la pointe et la sauteuse, ou peut-être pas 1,50 m entre la pointe et la sauteuse. Vous voyez, l'ordre de grandeur de 50 cm, par contre, il est assez précis sur son échelle, quoi. Donc vous pouvez croquer pour le coup dans votre pointe. Vous avez passé votre vie à croquer dans vos bas de ligne maxima en pêche en sèche, c'est pas croquer dans votre pointe en infofil qui va vous faire mal. Alors ça, j'en suis persuadé que 95% des gens qui m'écoutent, vous avez passé votre vie à croquer dans vos bas de ligne en maxima, vos super bas de ligne que vous avez mis des heures à faire à la maison, puis vous croquez dans votre porte-pointe. Moi, j'ai fait ça aussi à mes débuts, ça me rendait dingue, quoi. Ton bas de ligne, il ressemble plus à rien. Bref, d'où le principe de butée que je vous invite à regarder pour ceux qui débarquent, pour ne pas croquer dans son bas de ligne et avoir un bas de ligne d'une longueur tout le temps constante. Et en plus, vous faites des économies. Dans 50% des cas, je sais pas, je prends un cas classique, je pêche une rivière du Nord-Est, j'ai ma céramique tungstène CC1 en pointe, qui est la plus utilisée. Oula, je tombe sur un bouillon. Bon, bah, pas de panique, ça me prend une minute. Je coupe ma CC1. Il me reste 50 cm entre ma pointe et ma sauteuse. Je place une CC2 qui est plus lourde et puis je reprends ma pêche. Ça m'a pris une minute. Mais une fois de plus, je le fais de manière automatique parce que je connais mes lestages. Je suis proactif en fait. Et puis surtout, quand vous pêchez un peu souvent les mêmes rivières, vous connaissez bien le parcours. Vous voyez, vous pouvez déjà prévoir sur votre parcours le nombre de changements de nymphes que vous allez faire. Ça, c'est la proactivité. Tiens, bah d'ailleurs, bon sujet, je le note. On fera une vidéo sur la proactivité parce qu'un bon nympheur, il est proactif. Donc voilà un peu le tour pour ce sujet capital de à quel moment changer son lestage dans la pêche en nymphe. Je finis sur une ouverture d'esprit qui est aussi capitale pour vous. Vous savez quoi, si vous faites de la pêche en nymphe à vue, ce que je vous encourage, en complément de la pêche en infofil, et de toute façon pour moi c'est la plus belle des pêches, la pêche en nymphe à vue c'est la plus belle des pêches, pour moi c'est encore plus beau que la pêche en sèche. Et en fait en pêche en nymphe à vue c'est bien, parce que vous pouvez pas vous mentir sur le lestage de votre nymphe, parce que le poisson il la prend pas. C'est ça qui est génial, parce que autant en infophile vous pouvez douter parce que vous êtes à l'aveugle, autant en nymphe à vue, la réponse elle est directe. Si le poisson il s'en tamponne de votre nymphe qui passe, alors bah il y a deux solutions. Soit vous avez le modèle, soit vous avez le mauvais lestage. C'est pour ça que c'est intéressant dans la nymphe à vue, parce que ça ment pas. Et je finis vraiment sur un point qui n'a pas trop grand chose à voir, mais là je discutais avec un copain qui pêche beaucoup sur le Doubs franco-suisse, et lui en termes de lestage en nymphe à vue, bah, il a banni le plomb de ses lestages. Alors c'est super intéressant, parce qu'il m'a dit qu'il considère que tout le monde pêche avec des nymphes lestées à l'intérieur, donc avec du tungstène ou du plomb, et que ça leur donne une salle de nage très spécifique. Donc lui en fait, pour augmenter le lestage, donc le poids de ses nymphes, il joue juste sur la taille de la mouche. Donc sur le Doubs franco-suisse, il va faire des gamarres et des pheasant-tail de la taille 20 à la taille 6. Alors je sais que ça paraît fou, mais en fait, une grosse nymphe en taille 6, un gamard ou une pheasant-tail, allez, 6, c'est que j'exagère un peu, peut-être du 8-10, et ça va nager beaucoup plus librement qu'une nymphe lestée avec un lest mal placé dans le corps, comme tout le monde fait. Vous voyez comme à chaque fois, il faut chercher la différence vis-à-vis des schémas établis qu'on fait depuis des années. Donc ça, c'est très intéressant. Et du coup, là, je travaille sur un nouveau gamard XL que je vous sortirai bientôt. C'est un gamard assez gros qui est lesté qu'avec des billes en verre assez grosses. Petite digression à la fin. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sujet, il a été très très pertinent et que ça va aider beaucoup de monde. Allez, je retourne à l'atelier. Je dois envoyer les commandes du jour.
Bonne pêche à vous.